L'avocat de mon père m'a remis une lettre en main propre, après 2 ans de silence. J'y ai ri jusqu'à ce que l'homme de loi me demande si j'y avais besoin d'un verre d'eau. Le stylo plume a été la première chose que j'y ai remarqué. Il était cher, un Mont Blanc noir mat reposant dans un étui en feutre au bord du bureau en acajou de Maître Lemaire, le genre de stylo qu'un homme achète pour se rappeler qu'il a de l'importance. Le bureau se trouvait au 14e étage de la tour Incity, dans le centre-ville de Lyon, et à travers les baies vitrées derrière lui, je pouvais apercevoir les monts des Ors au loin, bleus, patients et totalement indifférents à ce qui se passait dans cette pièce. Maître Lemaire, Arnaud Lemaire, avocat en droit de la famille et du patrimoine depuis 22 ans selon la plaque en laiton posée sur sa porte, a fait glisser une simple feuille de papier ivoire sur le bureau vers moi. Son expression était d'une neutralité étudiée, celle d'un homme payé pour annoncer de mauvaises nouvelles sans ciller. Votre père m'a demandé de vous présenter ceci en personne, dit-il. Il a estimé que c'était l'approche la plus respectueuse. J'y ai pris le document. J'y ai lu le premier paragraphe, puis le deuxième. Et puis, j'y ai commencé à rire. Pas un rire poli, ni un soupir d'incrédulité. Je veux dire un son, saccadé et incontrôlable, venant de quelque part sous ma cage thoracique, le genre de rire qui met les inconnus mal à l'aise parce qu'il est impossible à distinguer des pleurs. Maître Lemaire a posé son Mont Blanc. Il s'est penché légèrement en avant, comme un homme qui se demandait s'il doit appeler quelqu'un à l'aide. Madame Delcourt, dit-il prudemment, voulez-vous un verre d'eau? Je lui ai fait signe de la main. Laissez-moi une seconde. Parce que voici ce qui était drôle, sincèrement, cosmiquement drôle dans ce moment. Mon père ne m'avait pas adressé la parole depuis 24 mois. Pas un SMS pour mon anniversaire, pas une carte de Noël, pas même un mème transféré qui aurait pu atterrir par erreur dans ma boîte de réception. 2 ans de silence radio de la part des 2 personnes censées m'aimer plus fort que quiconque. Et le premier contact, la première chose que ma famille a décidé de me dire après 730 jours, c'était un acte de cession de droit de propriété. Ils avaient besoin de ma signature. Sur un document qui me ferait renoncer à mes droits sur le chalet de mon grand-père au bord du lac des Annecy. J'y ai arrêté de rire. J'y ai posé le papier à plat sur l'acajou. J'y ai regardé Maître Lemaire dans les yeux. Dites à mon père, ai-je répondu, que j'y aurais besoin d'un peu de temps pour examiner ça. Ce que je ne lui ai pas dit, ce que je n'ai dit à personne pendant encore 6 jours, c'est que je savais déjà exactement ce que valait ce document. Rien. Parce que ce chalet était déjà à moi. Pour comprendre pourquoi j'y ai ri, il faut comprendre ce que cela signifiait de grandir en tant que l'autre fille Delcourt. Mon père, Gérard Delcourt, était le directeur régional d'une grande agence de la Société Générale, un homme qui repassait ses propres chemises avant 6 heures du matin et qui considérait qu'une poignée de main ferme était une évaluation du caractère. Il était le genre des hommes qui gardait un agenda en cuir dans sa poche de poitrine et l'utilisait réellement. Il gérait notre foyer de la même manière qu'il gérait son portefeuille de prêt. Tout avait une valeur attribuée, tout était classé selon le rendement escompté. Ma mère, Diane, était l'image publique de cette marque. Elle présidait l'association caritative de la paroisse locale, organisait des collectes de fonds et apportait des gratins dauphinois aux voisins endeuillés avec le timing et la précision d'une campagne de relations publiques parfaitement orchestrée. Elle était chaleureuse de la même manière qu'un hall des expositions bien éclairé et chaleureux. La chaleur était structurelle. Elle servait un but. Et puis il y avait Chloé. Chloé est née 3 ans après moi, ce qui veut dire qu'elle est arrivée dans un foyer qui avait déjà décidé à quoi servaient les filles. Et ce à quoi je servais, apparemment, c'était le contraste. Quand Chloé a voulu des cours de piano, le salon s'est rempli de Mozart 3 soirs par semaine. Quand j'y ai demandé du matériel de dessin, une boîte de bons crayons de couleur à 40 €, mon père a regardé par-dessus son journal et a dit « On verra l'année prochaine ». L'année prochaine n'est jamais arrivée. J'y ai appris à dessiner avec les stylos promotionnels gratuits de sa banque. Pour ses 18 ans, Chloé a reçu une Renault Clio grise des occasions avec un gros nœud rouge sur l'antenne. Pour les miens, j'y ai reçu un abonnement de transport TCL et une conversation sur les mérites de la recherche d'un emploi étudiant pour forger le caractère. Ma chambre partageait un mur avec la buanderie. Je ne dis pas ça pour faire pitié. Je le dis parce que c'est la métaphore architecturale la plus précise que j'y ai de mon enfance. J'y étais adjacente au travail, générant un bruit de fond, fondamentalement nécessaire, et complètement ignoré. Mon père avait une phrase qu'il ressortait chaque fois que j'y exprimais la moindre plainte concernant cette disparité. Il me regardait avec quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté et disait
tu es la fille forte, Camille. C'est ce que J ai toujours admiré chez toi. J avait 12 ans la première fois qu'il l'a dit. J en avait 32 avant de finalement comprendre ce que cela signifiait. Tu ne te plaindras pas. Tu es l'actif qui ne nécessite aucun entretien. Forte, dans le vocabulaire de Gérard Delcourt, était un synonyme de pratique. J'y ai payé mes études à l'université Jean Moulin Lyon 3 en travaillant 25 heures par semaine dans un cabinet des expertises comptables, en suivant un cursus complet, et en réglant mon réveil à 5h15 tous les matins pendant 5 ans. J'y ai acheté mes propres manuels. J'y ai contracté mon propre prêt étudiant. J'y ai mangé beaucoup de pâtes au beurre et ravalé beaucoup de fierté. Je n'ai pas demandé des aides parce que j'y avais été parfaitement entraîné à ne rien attendre. Le matin de ma remise de diplôme, le 12 mai, un samedi, le soleil se levait sur les Alpes avec cette teinte dorée si particulière. J'y avais repassé ma tenue. Mon téléphone a vibré à 7h03. Camille, il y a un imprévu. La voix de mon père était plate, comme s'il laissait un message vocal concernant un changement des emplois du temps. Chloé emménage dans son nouvel appartement aujourd'hui. Les déménageurs ont annulé. Elle a besoin de nous pour les meubles lourds. J'y ai entendu ma mère en fond lui demander où était le ruban adhésif. C'est juste une cérémonie, ma chérie, a-t-elle crié, sa voix lointaine. Tu as déjà le diplôme. J'y ai marché seul sur cette estrade. Je me suis assise dans une mère de famille tenant des pancartes faites à la main et pleurant sur leur téléphone. J'y ai calé mon téléphone contre un banc public, un Samsung avec un écran fissuré et une coque Amazon à 14 €, et j'y ai pris un selfie avec le retardateur de 10 secondes parce que je ne voulais pas demander à un inconnu. Mon téléphone a sonné cet après-midi-là pendant que je mangeais un jambon beurre pour fêter ça, seul dans ma voiture sur un parking. Ce n'étaient pas mes parents. C'était Papy Henri. Je suis fier de toi, ma Camille. Sa voix était lourde, comme lorsqu'il essayait de refouler une émotion. Il avait 79 ans à l'époque, déjà lent, oubliant déjà quel médicament il avait pris. Ne t'en fais pas, j'y ai déjà réglé ça. J'y ai cru qu'il parlait d'un chèque. J'y ai cru qu'il parlait d'une carte avec un billet de 20 € glissé à l'intérieur, ou peut-être un bon dîner payé avec sa petite retraite. Je l'ai remercié. Je lui ai dit que je l'aimais. J'y ai fini mon sandwich. Je n'allais comprendre ce qu'il voulait dire en réalité que 7 ans plus tard. Lucas Martin est entré dans ma vie à 26 ans. Il recablait le faux plafond au-dessus de mon bureau un mardi après-midi, chantant allumer le feu pour lui-même, faux et imperturbable. Il avait des mains calleuses, des chaussures de sécurité usées avec une fissure sur la semelle gauche, et il gérait sa petite entreprise des électricités tout seul, à bord d'un utilitaire Renault Trafic blanc avec son nom poché sur le côté en lettres bleues marines. Lors de notre 3e rendez-vous, il s'est pointé avec un bouquet de fleurs sauvages acheté dans une station Total. Le fleuriste était fermé, a-t-il dit, pas du tout embarrassé, mais je n'allais pas arriver les mains vides. Nous nous sommes mariés 22 mois plus tard à la mairie du 3e arrondissement, un mercredi à 14 h, avec ma cousine Sophie et le frère de Lucas, Maxime, comme témoins. Papy Henri était décédé 8 mois plus tôt. Je portais une robe de couleur crème que j'y avais trouvée dans une friperie à Villeurbanne, et j'y ai pleuré au mauvais moment, pas pendant l'échange des alliances, mais après, sur le parking, quand j'y ai réalisé que papy n'allait pas et m'appelle. Pour me demander comment ça s'était passé. Mes parents ont assisté au mariage. Ils ont traversé l'après-midi de la même manière que des gens traversent une salle de recueillement aux pompes funèbres, présents, pour la forme, et partant dès que la bienséance le permettait. Une semaine plus tard, ma mère a organisé un dîner de famille. Poulet rôti, haricots verts, la belle vaisselle. Lucas et moi étions assis côte à côte en face de mes parents, et pendant les 40 premières minutes, tout allait bien, de ce bien particulier qui précède une explosion. Puis mon père a posé sa fourchette. Il a regardé Lucas de la même manière qu'un banquier regarde une demande de prêt suspecte. Lentement. Délibérément. J'y ai toujours cru que tu viserais plus haut, Camille, a dit Gérard. Le calme de sa voix était plus mortel que n'importe quel volume. Un électricien. C'est une sacrée régression pour une experte comptable. Chloé n'a pas levé les yeux de son téléphone. Ma mère a pincé les lèvres pour former une ligne fine et habituelle. Lucas n'a pas bougé. Sa mâchoire s'est serrée comme du béton armé, ses mains toujours sur la table. Sur le chemin du retour, j'y ai fixé les lampadaires défilés et j'y ai attendu que Lucas dise quelque chose. Il a laissé passer 40 secondes de silence en premier.
Je n'ai pas besoin de son respect pour mon métier, a-t-il finalement dit, calme et mesuré, mais je ne resterai pas silencieux pendant qu'il te manque de respect. J'y aurais dû couper les ponts à ce moment-là. Je me suis demandé 1000 fois pourquoi je ne l'ai pas fait. Mais il y a une gravité particulière dans l'amour que vous n'avez jamais reçu. Il ne disparaît pas, il devient simplement une dette que vous essayez constamment de rembourser avec des intérêts. J'y ai continué à être présente. J'y ai continué à apporter des desserts au repas de famille. J'y ai continué à être la forte. La rupture finale s'est produite à Noël. Le salon de mes parents était bondé de 15 membres de la famille, des tantes, des oncles, le nouveau bébé de la cousine Sophie. Toute la constellation de la famille lyonnaise élargie rassemblée autour d'un grand sapin et d'une coupe de champagne. Elle y ressentait le pain, les canapés au saumon et la tension spécifique des gens qui font semblant. Chloé m'a coincé dans la cuisine. Elle avait besoin de 5000 € pour sa boutique de vêtements. Encore. C'était la 3e fois en 14 mois. La première fois, je lui avais prêté 1800 € qui n'avaient jamais été remboursés. La deuxième fois, j'y avais refusé et je n'avais rien dit. Cette fois, elle présentait les choses différemment. Un pré-relais, a-t-elle dit, juste pour passer le 4e trimestre. Sa voix mielleuse, avec la confiance de quelqu'un qui n'a jamais entendu le mot non de la part de quelqu'un qui comptait. J'y ai dit non quand même. Poliment. Fermement. Définitivement. Chloé n'a pas discuté. Elle a fait demi-tour, et retourné dans le salon, et en 90 secondes, son visage s'était reconfiguré en une expression que je ne lui connaissais pas, lèvres tremblantes, yeux brillants, est l'architecture d'une femme qui a été blessée. Mon père s'est levé de son fauteuil comme un homme déclenché par une alarme silencieuse. Quel genre de sœur es-tu? Sa voix a rempli la pièce. 15 personnes se sont figées. Refuser d'aider ton propre sang. Tu as changé, Camille, et pas en bien. Puis ma mère qui organisait des quêtes paroissiales et apportait des petits plats aux voisins endeuillés, elle s'est penchée vers tante Valérie. Sa voix était réglée précisément assez fort pour qu'on l'entende. Elle est comme ça depuis qu'elle a épousé cet homme. Je pense honnêtement qu'elle fait une sorte de dépression nerveuse. Elle a probablement besoin d'aide psychologique. 15 personnes. Pas une seule d'entre elles n'a dit un mot. Ils ont regardé leurs chaussures. Ils ont attrapé des petits fours. Ils ont laissé le mensonge planer dans l'air comme du monoxyde de carbone, invisible, inodore, et tuant lentement la pièce. J'y ai regardé ma cousine Sophie, qui tenait son bébé et fixait le tapis. J'y ai regardé oncle Thierry, qui m'avait emmené à la pêche autrefois et m'appelait sa nièce préférée. J'y ai regardé tante Valérie, qui hochait la tête. Oui, elle hochait la tête. J'y ai mis mon manteau. J'y ai embrassé le bébé de Sophie sur le front. Je suis sorti par la porte des entrées dans le froid de décembre et je n'ai pas regardé en arrière. 2 ans. C'est le temps que a duré le silence. Et pas le genre de silence paisible non plus. Le genre qui recouvre une blessure et la laisse guérir. Non, c'était le genre de silence militarisé. Le genre fabriqué par des gens qui ont de l'influence sociale et rien à perdre. Cousine Sophie m'a appelé en février de la première année, chuchotant comme si elle faisait un rapport depuis les lignes ennemies. Mon père avait appelé la famille élargie, un par un, avec un discours si cohérent qu'il avait clairement été répété. Camille va mal. Elle refuse de se faire aider. Lucas l'a isolée. Nous sommes inquiets. Ma mère a fait jouer son réseau à la paroisse, au supermarché, aux réunions des associations. Elle n'avait pas besoin de mentir ouvertement. Elle avait juste besoin de sous-entendre, de froncer les sourcils avec une inquiétude visible, de mentionner mon nom et de soupirer. Un langage sur la santé mentale transformé en arme, déployé par des gens qui n'avaient jamais suivi de cours de psychologie, brandi contre une fille qui avait simplement, et enfin, arrêté d'absorber les dégâts à leur place. Un par un, les appels de la famille élargie ont cessé. Le cercle s'est fermé. Je suis devenu un fantôme dans ma propre histoire familiale. Lucas et moi n'en parlions pas beaucoup. Nous vivions, tout simplement. J'y ai eu une promotion en tant que comptable senior chez Harmon et AMP, associés. Lucas a développé son entreprise, a acheté un deuxième utilitaire, a embauché un apprenti nommé Maxime qui avait 22 ans et qui avait le vertige de la manière la plus attachante possible. Nous avons planté des tomates dans le jardin et avons appris qu'elles nécessitaient plus d'arrosage que ce que nous avions prévu. Nous avons adopté un chien à la SPA, un croisé Big nommé Biscotte,
et elle était exactement aussi névrosée et loyale que la description de sa race le suggérait. Le silence a continué. Il n'était pas vide. C'était une toile. Mes parents étaient en train d'y peindre quelque chose. Je ne savais juste pas encore ce qu'ils essayaient d'y acheter avec leurs coups de pinceau. Quand la lettre de maître Lemaire est arrivée, livrée en main propre par un clerc de notaire dans une berline grise, comme ça, après 2 ans de rien du tout. Elle est restée sur la table de ma cuisine pendant 6 minutes avant que je ne l'ouvre. La lettre était formelle, brève et spécifique. Mon père initiait la vente du chalet du chemin des Érables, la maison au bord du lac des Annecy, à un acheteur déjà identifié et sous contrat. En tant que héritière légale potentielle, on me demandait de signer un acte de renonciation, abandonnant tout droit futur sur la propriété. Un délai de 30 jours, un jargon juridique standard. Un stylo était inclus dans l'enveloppe, ce que j'y ai trouvé soit optimiste, soit insultant, et en fin de compte, les deux. 2 ans de silence, et la première communication est une demande pour que je leur remette le seul endroit qui ait jamais ressemblé à une vraie maison. Le chalet du Papy Henri était à 2 heures de Lyon, près des Annecy, sur un chemin de gravier privé que la plupart des GPS refusent de reconnaître. Il y avait 2 chambres, une véranda, et un ponton qui penchait légèrement vers la gauche, et qui avait penché légèrement vers la gauche depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. La cuisine sentait le cèdre, le café et l'aftershave allspice. Le lac, les matins calmes, ressemblait à de l'argent martelé. Papy avait une boîte de pêche, en vieux bois de cèdre, la peinture usée jusqu'à n'être plus qu'une vague suggestion, qui reposait sur une étagère dans la cuisine au-dessus de la cafetière. Il me l'avait donnée 3 mois avant sa mort, la pressant dans mes mains à la table de sa cuisine avec un sérieux qui semblait disproportionné par rapport à l'objet. Pour Camille, avait-il dit, quand tu en auras besoin. Je l'avais gardée sur ma propre étagère de cuisine pendant 7 ans. Je ne l'avais jamais ouverte. Quelque chose m'en avait toujours empêché. Peut-être le même instinct qui vous empêche de lire le dernier chapitre d'un livre que vous n'êtes pas prêt à terminer. Je l'ai ouverte ce soir-là. Sous de l'or rouillé et une bobine de fil de pêche résistant, à l'intérieur d'une enveloppe scellée portant mon nom dans son écriture cursive, tremblante et appliquée, se trouvaient 2 documents. Le premier était un acte notarié de donation, tamponné, certifié et daté du 14 novembre, 7 ans auparavant. Il établissait une donation irrévocable de la pleine propriété du chalet situé chemin des Érables, avec pour administrateur un certain monsieur Bernard Lefebvre, notaire et gestionnaire de patrimoine en Haute-Savoie. Le bénéficiaire n'était pas Gérard Delcourt. C'était Camille Delcourt. Moi. La deuxième chose dans l'enveloppe était un mot, une demi-page, écrit avec la même écriture soignée. Camille, je connais ton père. Il a de bonnes intentions. Mais il est aveugle quand il s'agit de ta sœur. Et il l'a toujours été. Cette maison est à toi. Elle a toujours été à toi. J'y ai fait le nécessaire. Ne les laisse pas te la prendre. Avec tout mon amour, Papy Henri. Je me suis assise sur le sol de la cuisine. Biscotte est venu poser sa tête sur mes genoux. Je n'ai pas bougé pendant un long moment. Il l'avait vu. Une décennie avant que je ne le voie enfin moi-même, un vieil homme avec une boîte de pêche et une main tremblante avait regardé la catastrophe arriver de loin et, silencieusement, sans tambour ni trompette, avait construit un mur autour de moi. J'y ai appelé maître Bernard Lefebvre, notaire et apparemment le gardien silencieux de mon héritage, à 7h52 le lendemain matin. Madame Delcourt, a-t-il dit, sans précipitation, avec le calme d'un homme qui a attendu cet appel. Je m'attendais à avoir de vos nouvelles. L'acte est blindé. Il a contourné la succession classique. Le nom de votre père ne figure sur aucun document. Il n'a aucun droit légal sur cette propriété. Il n'en a jamais eu. Est-ce qu'il le sait? Il sait que votre grand-père possédait un chalet. Qu'il ait un jour regardé de près la structure de l'acte de propriété est une autre question. Gérard Delcourt, a poursuivi maître Lefebvre avec la précision d'un homme qui choisit ses mots comme des instruments chirurgicaux, a l'habitude de recevoir ce qu'il suppose être à lui. J'y ai ensuite appelé la cousine Sophie. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Camille, a-t-elle dit immédiatement, le chuchotement de retour dans sa voix, tu dois savoir ce qui se passe. Ce qui se passait? Mon père s'était porté garant pour tout ce qui concernait la boutique de Chloé, pas juste pour garantir une ligne de crédit, tout. Il avait hypothéqué la maison familiale 18 mois plus tôt pour financer une extension dont Chloé avait juré qu'elle rendrait l'entreprise viable. La boutique n'était pas viable.
la boutique n'avait jamais été viable. Le propriétaire était à 3 mois d'exercer une clause d'expulsion. La banque, la Société Générale, et l'agence même que mon père dirigeait depuis 19 ans, rappelaient les garanties de prêt. Gérard Delcourt, cadre supérieur émérite, pilier de la communauté, se retrouvait face à environ 200 000 € de dettes et aucun moyen clair de les rembourser. Il avait trouvé un acheteur pour le chalet. 320 000 €, offre comptant, sous réserve d'un titre de propriété clair. Et il avait dit à au moins 4 membres de la famille, selon Sophie, que je signerais l'acte de cession parce que, et j'y ai besoin que vous compreniez la précision de ceci, elle me doit bien ça pour les problèmes qu'elle a causés. Il croyait qu'il allait utiliser mon héritage pour renflouer le favoritisme qui avait défini toute mon enfance. Ce soir-là, je me suis assise à la table de ma cuisine avec Lucas en face de moi et un bloc-notes jaune entre nous. Il avait découvert la situation de la boutique via un contact chez le fournisseur des électricités de Chloé. Le monde est petit en région lyonnaise, les artisans savent toujours tout. C'était 6 mois avant que tout cela n'arrive sur le pas de ma porte. Il n'avait rien dit à l'époque parce qu'il ne voulait pas me donner une raison de m'impliquer. Maintenant, il a fait glisser son téléphone sur la table, me montrant une capture des écrans et une publication Facebook de la page de la boutique. Horaire prolongé pour les fêtes. Venez trouver le cadeau parfait. Posté il y a 3 semaines. Bannière rose joyeuse. 0 indication d'une entreprise au bord du gouffre. J'y ai regardé l'acte de renonciation. J'y ai regardé l'acte de donation de papy. J'y ai regardé mon mari. Je vais avoir besoin d'un dossier, ai-je dit. J'y ai conduit jusqu'à Lyon un vendredi matin qui était gris, froid et tout à fait approprié. La chemise cartonnée reposait sur le siège passager. Elle contenait une copie certifiée de l'acte de donation, une lettre notariée de Maître Lefebvre confirmant son rôle, une impression du cadastre départemental montrant que j'y étais l'unique propriétaire, et un document supplémentaire que j'y avais demandé à un ancien collègue du bureau des hypothèques, l'historique des refinancements de mon père remontant à 4 ans. La salle de réunion de Maître Lemaire était au 12e étage. Elle offrait la même vue panoramique. Il y avait un plateau de verre d'eau sur une crédence et une boîte de mouchoirs qui, je le soupçonne, servaient régulièrement. Mon père était déjà là quand je suis entré. Il portait son beau costume bleu, celui à fine rayure qu'il réservait pour les comités de direction. Sa montre était la Seiko qu'il portait depuis que j'y avais 10 ans. Il était assis en bout de table, les mains croisées, et sa posture portait tout le poids d'un homme qui n'était jamais entré dans une pièce de toute sa vie en s'attendant à perdre. « Assieds-toi, ma chérie. » Sa voix était chaleureuse de la manière dont une plaque de cuisson au gaz est chaleureuse. Contrôlée, dirigée, prête à être augmentée. Réglons ça vite fait. Je sais que tu es très occupé par ta petite vie. Je me suis assise. Je n'ai pas rendu la chaleur. Tu ne m'as pas demandé comment j'y allais, papa, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Juste une fois. Nous avons traversé 2 années difficiles, Camille. Ta mère et moi avons essayé de tendre la main. Vu ton état émotionnel, nous avons pensé qu'il valait mieux gérer les choses professionnellement. Il a fait un geste vers le maire. La maison est vide. L'entreprise de Chloé a besoin d'un pré-relais. Cela résout tout. C'est pratique. Le maire a fait glisser l'acte de renonciation sur la table. Mon nom était tapé en bas dans une police propre, une ligne de signature en dessous dans une attente polie. Et si je ne signe pas, ai-je demandé. La chaleur s'est évaporée. La mâchoire de mon père s'est crispée. Alors nous entamerons une procédure judiciaire. Un juge verra que tu es déraisonnable. Je préférerais ne pas en arriver là, mais je le ferai s'il le faut. Une pause. La déception étudiée d'un homme qui a passé des décennies à faire culpabiliser les femmes d'avoir du caractère. Tu as déjà assez embarrassé cette famille avec ton comportement. Mon comportement, ai-je répété. Tu as dit à toute la famille que j'y étais psychologiquement instable parce que je ne voulais pas prêter 5 000 € à Chloé. Nous étions inquiets. Son téléphone a vibré contre l'acajou. Il y a jeté un coup d'œil. Et dans la demi-seconde avant qu'il ne puisse l'atteindre pour le mettre sous silence, la voix de Chloé est sortie du haut-parleur à un volume totalement incompatible avec toute présomption de confidentialité. Papa, est-ce qu'elle a signé? Le propriétaire est au magasin en ce moment avec un avis d'expulsion. Dis-lui juste de signer ce putain de papier. La main de Gérard s'est abattue sur le téléphone. Le mode silencieux s'est activé.
Le silence qui a suivi avait de la texture. Quelque chose proche du silence dans une pièce où un verre vient de se briser. Le visage de mon père était passé de l'autorité du costume bleu à une nuance de violet que j'y associais aux prunes trop mûres. Le maire fixait le centre de la table. Elle cède toujours quand tu joues la carte de la fille forte, n'est-ce pas, papa, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Gérard a ouvert la bouche. Non, ai-je dit. J'y ai besoin que tu arrêtes de parler un instant. J'y ai ouvert mon dossier cartonné. J'y ai sorti la copie certifiée de l'acte de donation irrévocable Maître Lefebvre me l'avait envoyé par Chronopost, que Dieu le bénisse et je l'ai fait glisser sur la table en acajou avec le même mouvement sans précipitation que le maire avait utilisé pour son papier 20 minutes plus tôt. Ceci est une copie certifiée conforme de la donation que Papy Henri a établie il y a 7 ans. J'y ai regardé les yeux de mon père se poser sur le document. Le chalet a été placé en donation pleine propriété avant sa mort. Il n'est jamais entré dans sa succession. Il n'a jamais été soumis au partage. Il est géré par Maître Bernard Lefebvre, notaire, et j'y en suis l'unique propriétaire. Le maire avait déjà pris le document. Ses yeux bougeaient vite. Ton nom, ai-je continué, en regardant mon père, n'apparaît nulle part dans ce dossier. Tu ne possèdes pas cette propriété. Tu n'as jamais possédé cette propriété. Tu as juste supposé que c'était le cas. Le maire a posé le document sur la table. C'était un homme prudent, assez prudent pour que son visage devienne très immobile, à la manière de quelqu'un qui traite des informations avec une urgence professionnelle. Monsieur Delcourt, a-t-il dit doucement, si ce document est valide et qu'il porte les bons sceaux notariaux et la référence des enregistrements, vous n'avez pas l'autorité légale pour vendre ce bien. Vous n'avez pas l'autorité pour être à cette table pour cette conversation. Les mains de Gérard avaient commencé à trembler. Je l'ai remarqué dans ses doigts en premier. Le tremblement d'un homme qui vient de découvrir que le sol n'est pas là où il le pensait. C'est impossible. C'est la maison de mon père. Ça a toujours été la maison familiale. C'est ma maison, ai-je dit. Papy Henri s'en est assuré 10 ans avant que tu n'essaies de me la prendre. J'y ai fermé mon dossier. J'y ai également demandé à Maître Lefebvre de délivrer un avis officiel de libération des lieux pour tout bien personnel se trouvant actuellement sur la propriété. Toi, maman et Chloé avaient 72 heures pour retirer vos affaires de chez moi. Je me suis levé. J'y ai pris mon dossier. J'y ai regardé mon père une dernière fois. Cet homme dans son beau costume bleu, sa montre de luxe, sa posture qui avait dominé une pièce pendant 40 ans, et j'y ai regardé quelque chose se briser sur son visage d'une manière que, je m'en doutais, aucun de nous ne pourrait jamais totalement nommer. Prends soin de toi, papa, ai-je dit. Je suis sorti, l'ascenseur s'est ouvert immédiatement, comme s'il m'avait attendu. Les retombées ont été silencieuses, de la manière dont une démolition contrôlée est silencieuse, pas muette mais précise, millimétrée. Sans les 320 000 € de la vente du chalet, la structure financière que Gérard avait construite pour Chloé, les baux co-signés, le prêt hypothécaire refinancé, les garanties personnelles se sont effondrées en chaîne au cours des 3 semaines suivantes. La boutique a fermé un mardi. La banque, la Société Générale, sa banque, l'institution qu'il avait passé 19 ans à représenter, a réclamé les garanties avec la même courtoisie transactionnelle et plate sur laquelle il avait modelé toute son identité professionnelle. Gérard Delcourt, pour couvrir ses obligations, a liquidé son plan d'épargne retraite et a vendu sa voiture, un gros SUV Audi Q7 qu'il avait aimé avec cette affection simple qu'il n'avait jamais tout à fait réussi à avoir pour moi, et a repoussé sa retraite dès au moins une décennie. Le récit de la fille instable n'a pas survécu au contact avec un document légal enregistré au cadastre. Vous pouvez rabaisser une fille. Vous ne pouvez pas rabaisser un acte notarié tamponné par l'État français. Tante Valérie m'a appelé un dimanche, en pleurs, s'excusant de cette façon fragmentée de quelqu'un qui ne comprend pas entièrement ce à quoi il s'excuse. Mes parents ne se sont pas excusés. Je ne m'y attendais pas. S'excuser nécessiterait qu'il voie clairement ce qui s'était passé, et la clarté était la seule chose contre laquelle il s'était constamment protégé. Vous ne pouvez pas admettre l'exploitation si vous ne reconnaissez jamais l'exploitation. Vous ne pouvez pas dire pardon à la forte parce que la forte n'était pas censée avoir besoin des excuses. Je leur ai écrit une lettre, manuscrite, sur mon propre papier à lettres, pas sur elle en tête d'un avocat. Je ne vous écris pas pour vous punir. Je vous écris pour établir une limite. Le chalet reste à moi. Si vous voulez une relation avec moi, cela commence par la vérité, par le fait de me voir comme votre fille,
pas comme une ressource à allouer. Ma porte est ouverte, mais seulement aux personnes qui la franchissent les mains propres. Il est non pas frappé, et je suis arrivé, lentement et imparfaitement, à être en paix avec ça. Épilogue. Chemin des Érables, 3 mois après cette salle de conférence, un samedi d'octobre où les feuilles au bord de l'eau arboraient cet ambre spécifique que les paysages français offrent mieux que n'importe où ailleurs sur Terre. Lucas et moi avons roulé jusqu'au chalet. Il avait passé la matinée à recabler les lumières de la véranda. Les originales clignotaient depuis la présidence de Jacques Chirac. J'y avais passé ma matinée à poncer les planches du ponton, qui étaient devenues molles à 2 endroits et avaient besoin d'être remplacées. Mes mains étaient rugueuses à cause du travail. Mon jean avait une longue tache sur la cuisse gauche à cause du pot de l'azur que j'y avais renversé à 9 heures du matin. Biscotte était endormi sur la véranda dans un rayon de soleil, tressaillant dans un rêve de bigle. Vers 15 heures, les lumières fonctionnaient et le ponton était solide et nous nous sommes assis là, ensemble, dans le calme de l'après-midi. Lucas avait apporté du café et un thermos. Je me suis assise dans la vieille chaise verte en bois du Papy Henry, la peinture usée, le bois chauffé par le soleil, et j'y ai regardé le lac. C'était un miroir, argenté et bleu et absolument immobile. J'y ai pensé à un retardateur de 10 secondes calé contre un banc public. J'y ai pensé à une robe de diplômé et à un sandwich jambon-beurre mangé seul sur un parking. J'y ai pensé au cycle des essorages de la machine à laver à travers un mur mitoyen, me berçant pour m'endormir pendant 18 ans. J'y ai pensé à un vieil homme pressant une boîte de pêche en cèdre dans mes mains et disant « Ne t'en fais pas, j'y ai déjà réglé ça ». Il m'avait construit une forteresse avant même que je sache que j'y étais assiégé. J'y ai lancé ma ligne depuis le ponton. Le moulinet a cliqueté dans l'air calme de l'après-midi. Le leurre a tracé un arc et s'est posé à la surface, et les ondulations s'en sont éloignées en cercle parfait et grandissant. Je n'étais plus la fille forte. Je n'étais plus une charge. Je n'étais plus l'actif sans entretien. Je n'étais plus une ligne budgétaire. Je n'étais plus le fantôme de ma propre histoire familiale. J'y étais juste Camille, sur mon ponton, dans la chaise de mon grand-père, dans ma propre maison, avec des mains propres et une canne à pêche, avec pour seul bruit la douce physique de Hello faisant ce que fait Hello. Pour la première fois en 32 ans, je n'écoutais pas le cycle des essorages. J'y étais chez moi, et Papy Henry s'était assuré, 10 ans avant que je n'en ai besoin, que personne ne pourrait jamais m'en prendre la clé.